L'an 8 de la République. La France, victorieuse à Valmy, à Jemappes et à Lodi, semble maintenant s'enliser dans le désordre. Le rêve révolutionnaire est devenu un cauchemar administratif. Le Directoire, ce gouvernement à 5 têtes créé après la chute de Robespierre, est faible, corrompu et divisé. La guerre continue sur plusieurs fronts, et les armées françaises, épuisées, reculent. En Italie, la campagne glorieuse de 1796-1797, menée par un général alors inconnu, Bonaparte, s'est transformée en débâcle depuis qu'il a quitté le théâtre des opérations pour l'expédition d'Égypte. Les Autrichiens, revigorés, reprennent Milan, Turin et le Piémont. L'Italie, conquise à prix de sang, est en train d'être perdue. Les Français sont repoussés dans les Alpes, et le moral est au plus bas. Masséna est acculé à Gênes, Jourdan est défait sur l'Adige, MacDonald est écrasé à la Trebbia, Joubert est tué à Novi. L'armée d'Italie, mal équipée, démoralisée, recule en désordre. Pendant ce temps, à Paris, les tensions politiques montent. Le 18 Brumaire en 8, Napoléon Bonaparte, revenu d'Égypte, renverse le Directoire avec le soutien de son frère, Lucien, et de quelques régiments. Dans un coup d'État rapide et habile, il établit le consulat, concentrant le pouvoir entre ses mains. Il devient premier consul, maître de l'exécutif. Mais pour légitimer ce coup d'État, il lui faut plus que des promesses. Il lui faut une victoire, car, il le sait, un sabre sans gloire devient rapidement suspect. Cette victoire, il ira la chercher là où tout a commencé, en Italie. Le plan de Bonaparte est simple mais osé. Prendre l'ennemi à revers en franchissant les Alpes, ces montagnes immenses que les généraux jugent infranchissables pour une armée équipée. Mais il aime les symboles, et veut marcher dans les pas d'Hannibal et de Charlemagne. En mai 1800, il lance l'armée de réserve à travers le col du Grand Saint-Bernard. Des milliers d'hommes grimpent en silence les neiges éternelles. Non content d'avoir stupéfait son propre état-major, Napoléon étonne le monde. Arrivé en Italie du Nord, Bonaparte prend Milan, puis intercepte les lignes de communication autrichiennes. Il cherche une bataille décisive avant que le feld-maréchal autrichien, Michael von Mélas, un homme de devoir plus que de panache, retranché dans Alexandrie, ne se replie ou ne reçoive des renforts. Le 13 juin, les avant-postes français atteignent le petit village de Marengo, à l'est d'Alexandrie. Bonaparte pense que Mélas va fuir ou rester sur la défensive. Il se trompe. Le 14 juin 1800, aux alentours de 6 heures du matin, le soleil se lève sur les plaines du Piémont. La Fontanone, ruisseau étroit bordé d'arbres et de champs de maïs, trace une ligne naturelle entre Marengo et la Bormida. C'est là que sont postés les Français, environ 20 000 hommes, divisés entre les divisions Victor et Lannes, appuyés par une maigre réserve. Napoléon, toujours convaincu que Mélas ne bougera pas, laisse une partie de ses forces éloignées. Mais dès l'aube, les Autrichiens traversent la Bormida sur des ponts étroits. Mélas, vieil officier de 71 ans, commandant près de 30 000 hommes, lance 3 colonnes contre le centre français. C'est une attaque massive, un coup de poing. Le fracas des canons résonne. Les avant-gardes françaises sont submergées. Victor fait ce qu'il peut. Ses hommes, retranchés derrière les berges du ruisseau, tirent à bout portant. Mais la pression est terrible. Bientôt, la division Gardanne plie. Lannes arrive pour soutenir Victor. Il positionne ses troupes à gauche, entre la Barbotta et Castelseriolo. Les combats deviennent acharnés. Chaque maison, chaque talus, chaque champ est disputé. Bonaparte se rend compte que ce n'est pas une escarmouche. Il monte à cheval, dirige lui-même la manœuvre. Il fait appel à la garde consulaire, jeune élite du régime formée pour défendre le consulat. Ces hommes vont tenir une position clé derrière Marengo, mais leur effectif est maigre. En fin de matinée, l'étau se resserre. Les Autrichiens percent le centre. À midi, Marengo tombe. Les soldats français y laissent des morts par centaines. Les troupes françaises battent en retraite, lentement, en bon ordre, mais inexorablement. Le ruisseau de la Fontanone est désormais franchi par l'ennemi. Certains officiers parlent déjà de défaite. Bonaparte tente de gagner du temps. Il espère l'arrivée de Desaix, qu'il a envoyé en reconnaissance au sud 2 jours plus tôt. C'est alors que Bonaparte, stoïque, envoie un message bref et terrible. Faites venir Desaix, et qu'il se hâte. Au début de l'après-midi, le recul ordonné devient panique. Les troupes françaises se replient vers San Giuliano. Le terrain est plat, ouvert, c'est un piège.
L'artillerie autrichienne pilonne les colonnes françaises. Les blessés hurlent, les officiers improvisent des lignes de fortune. Bonaparte regarde le champ de bataille avec calme, mais en lui la tension monte. La République, sa République, est au bord du gouffre. Il se tient au milieu de la poussière, stoïque, et dicte ses ordres avec précision. Sa garde l'entoure, il fait face à l'inéluctable. La bataille est perdue. Vers 15h toutefois, des cavaliers arrivent par le sud. C'est le général Louis Dessay, 31 ans, héros de la campagne d'Égypte, ancien jacobin mais fidèle à Bonaparte. Il a marché sans relâche avec ses 6000 hommes dès qu'il a entendu le son du canon. Il aperçoit le champ de bataille et l'armée en déroute. Il s'approche de Napoléon qui lui lance « Que pensez-vous de la situation ?» Cette bataille est perdue, dit-il, mais il est encore temps d'en gagner une autre. Bonaparte sourit, car la chance est enfin de son côté. Dessay lance alors ses troupes en avant. L'artillerie du commandant Marmont ouvre le feu pour préparer le terrain. Sa division avance en carré. Les Autrichiens, fatigués, sont surpris par cette résistance inattendue. Mais le destin est cruel. Une balle siffle dans les airs, et soudainement Dessay vacille. Elle l'a atteint en plein cœur, au moment même où ses hommes enfoncent les rangs autrichiens. Il se précipite vers lui, mais déjà le général agonise. Il prononce ces derniers mots. « Allez dire au premier consul que je meurs avec pour seul regret de ne pas avoir fait assez pour la postérité. » Dessay ne verra pas les Autrichiens fuir. Il ne verra pas le soir tomber sur Marengo. Mais il meurt là où il a toujours voulu vivre, au cœur du feu, pour l'idée qu'il servait. Presque au même moment, le général François-Étienne de Kellermann, à la tête de la cavalerie légère, voit une ouverture. Il n'attend pas l'ordre, il fait sonner la charge et lance une charge fulgurante sur le flanc autrichien, au moment même où l'infanterie ennemie commence à se désorganiser. Les chevaux foncent, les sabres fendent l'air, et c'est un coup de théâtre. Les colonnes de Sarre, qui a pris le commandement autrichien, sont prises en étau. Elles cèdent. La panique se répand. C'est la débâcle. Aux alentours de 18h, la victoire est arrachée. Les Autrichiens refluent vers la Bormida. Les ponts sont encombrés. Certains tentent donc de nager, mais beaucoup se noient. Mélas, abasourdi, accepte l'armistice dès le lendemain. Il cède toute la plaine du Pô à la France. Bonaparte regarde le champ de bataille. Le soir tombe. L'air sent la poudre, le sang et la fatigue. Il descend de cheval, traverse le champ de bataille lentement. Autour de lui, des visages hagards, des hommes qui ne comprennent pas encore qu'ils ont survécu. Il devrait jubiler, lui qui a renversé le destin. Il a écrasé une armée plus nombreuse, sauvé la campagne d'Italie, imposé sa volonté à l'Europe. Mais il ne sourit pas. Dessay est mort, et avec lui une part de lumière. Le premier consul fait quelques pas vers le corps de son ami. Il se penche, longtemps, puis se relève. À ceux qui l'entourent, il murmure simplement « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?» Il n'y aura pas de grande célébration, seulement ce silence, celui d'un homme conscient qu'il a gagné, mais qu'il en a payé le prix. En conclusion donc, Marengo a été une victoire arrachée de justesse. Une victoire fragile, presque accidentelle. Et pourtant, c'est cette bataille que Bonaparte choisira d'élever au rang de légende. Dès son retour à Paris, l'histoire est soigneusement réécrite. Les hésitations disparaissent, les pertes sont minimisées. Le nom de Dessay est glorifié, mais toujours au service de Bonaparte, présenté comme maître de la situation, visionnaire et impassible. L'image du chef de guerre serein, domptant le chaos, devient un outil politique. Le consulat est encore jeune, et il faut l'ancrer dans la victoire. Marengo devient ce fondement, non seulement militaire, mais symbolique. Les tableaux ne tardent pas. On peint Bonaparte triomphant, sabre levé, dominant le champ de bataille, alors qu'en réalité, l'issue fut suspendue à un fil. Le plus célèbre de ces tableaux ne représente pas Marengo, mais en prolonge le mythe. Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard de David. Le calme héroïque, le cheval cabré, le geste du doigt pointé vers l'avenir, c'est une icône. Une image figée d'un pouvoir en construction. Le nom de Marengo s'invite partout. Sur les cartes, les statues, jusqu'au cheval personnel de Napoléon, baptisé lui aussi Marengo. En une journée, Bonaparte sauve sa République, assure sa légitimité et se dresse comme l'homme providentiel. L'Europe, elle, comprend désormais une chose. Le destin de la France repose sur un homme. Et cet homme ne recule pas.